Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette sensibilisation au handicap. Nous serons 3. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Kevin Raymond, je suis membre de la CFE-CGC, syndicat salarié. On a un grand panel de casquettes, dont la sensibilisation au handicap, puisque on intègre cette notion-là dans les parties prenantes salariées. Et donc je vais laisser mes collègues se présenter elles aussi. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aline Pousse, chargée d'études et de développement à la GFIP Pays de la Loire, et particulièrement en charge du conseil et de l'accompagnement des entreprises qui souhaitent mettre en place des actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et bonjour, je suis Laurence Bachelier, chargée de mission RSE pour EDF en Pays de la Loire. On a un petit problème avec les planches, visiblement. Merci. Ça y est. Donc là, on vous présente les différents objectifs de cette intervention. Donc, on commencera par prendre conscience des stéréotypes et des faits qui s'y opposent. Ensuite, on va essayer de connaître la diversité des handicaps, pour ensuite finir par comprendre les notions de situation de handicap. Alors, on va vous proposer une animation un peu interactive. Donc, on va vous demander là de prendre vos téléphones et de vous connecter sur bcast.live. Donc, bcast, B2EKAST.live. Et ensuite, d'entrer le code 24 44 06. Oui, c'est en tout petit. Ouais, on n'avait pas anticipé la taille du bandeau. Rapprochez-vous, il y a plein de place au premier rang. Donc, vous vous connectez d'abord sur bcast.live et ensuite le code, c'est 24 44 06. Alors, je vois que certains sont connectés. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non? Alors, le mot de passe? 24 44 06. On vous place en situation de handicap visuel. En fait. Exactement. On a un exemple concret, effectivement. C'est bon? Là, ouais, j'ai une douzaine de personnes connectées, donc on va pouvoir enchaîner, démarrer. Effectivement. Ouais. On va commencer par une première mise en chauffe. Donc, on va vous demander de vous exprimer avec des mots, en fait, pour créer un nuage de mots. Donc, on va vous demander ce que, pour vous, évoque le mot handicap. Donc là, normalement, sur vos téléphones, vous devez être sollicité pour rentrer des mots, donc laissez libre cours à votre imagination et ceux qui vous viennent en premier lieu à l'esprit. C'est bon, vous arrivez à indiquer les mots? Oui. On vous laisse encore quelques instants. On va laisser quelques secondes, ouais. Bon, je pense qu'on peut aller regarder les résultats, si tu veux bien. Ouais. Alors, c'est terminé. Alors bon, on a donc plus le mot est gros évidemment, et plus il a été proposé. Donc voilà, adaptation. Effectivement, il faut savoir s'adapter. On va le voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot intéressant? On a force, richesse, appareillage, d'accord. Donc effectivement, associé à un appareillage, on va peut-être pouvoir le voir. Difficulté, difficile, c'est deux mots similaires. Différence, invisible. Tiens,
intéressant, on va pouvoir voir tout ça tout à l'heure. Inclusion, hors normes, intégration. Bah, c'est marrant, je pense pas qu'on ait anticipé ce genre de réponse-là en réponse majeure, mais on va dérouler quand même et on va voir ce que ça peut devenir. C'est qu'on a déjà des gens déjà sensibilisés pardon, dans le public. En fait, il y a une étude qui a montré que la plupart des personnes ont une vision un peu tronquée du handicap et des représentations lourdes des situations de handicap. Donc, avec l'idée qu'on est avec un handicap lourd et on y reste toute sa vie. Et en revanche, on a une visibilité beaucoup plus faible de la diversité du handicap et notamment des maladies invalidantes. Et en fait, ces représentations lourdes qu'on peut avoir du handicap vont créer des préjugés et qui vont réduire la personne à son handicap. Et on ne va pas voir autour, on ne va pas regarder ses compétences, sa personnalité, ses qualités. Voilà, le handicap n'est qu'un élément de la personnalité de la personne. Et ces représentations qui provoquent des préjugés entraînent des comportements discriminants, sans qu'on en ait conscience en fait. Mais c'est une des difficultés qu'ont les personnes en situation de handicap pour accéder à l'emploi, c'est le fait de ces représentations fortes qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Donc on va essayer de balayer un petit peu ces préjugés, même si vous ne semblez pas en avoir trop. Alors que dit la loi sur le handicap ? La loi de 2005 est la première loi à définir ce qu'est le handicap. Alors, je vais vous lire la définition. C'est constituer un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement, et ça c'est important, par une personne en raison de son altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ouf. C'est costaud. Ouais, c'est costaud. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est bien indiqué une limitation d'activité ou de participation à la vie en société subie dans son environnement. C'est la première fois qu'on présente le handicap dans le cadre de situations. Avant, on était handicapé parce qu'on avait un problème de santé et c'est tout. Et donc, la personne handicapée devait s'adapter à la société telle qu'elle était. Depuis, ce que dit la loi de 2005, c'est qu'on est handicapé, certes, pour un problème de santé, mais aussi dans un environnement donné, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, notamment au travail. Et du coup, ça implique que c'est à la société de s'adapter aux différences et notamment aux personnes en situation de handicap. Donc, ça change un petit peu la donne et on va revenir assez régulièrement là, pendant ce module sur la notion de situation de handicap. Mais du coup, je me pose une question. Tu as parlé tout à l'heure, et ça m'évoque une question, mais à quel moment de la vie devient-on handicapé, on va dire ? Oui, vu que ça dépend des situations, c'est une bonne question. Eh bien, je vous la pose. D'après vous, quelles sont les principales causes de handicap ? Donc, je vous laisse peut-être rafraîchir votre téléphone pour pouvoir répondre à cette question. Donc, la plupart des handicaps sont acquis, selon vous, à la naissance, suite à un accident du travail ou à cause du vieillissement. Alors, est-ce que tout le monde a répondu ? Oui ? Allez, on termine. Effectivement, on est quasiment en 50-50, mais c'est bien à cause du vieillissement, les accidents du travail n'étant pas majoritaires. Donc, du coup, peut-être laisser détailler sur les causes. Exactement. Oui. Donc, effectivement, 85% des personnes en situation de handicap aujourd'hui le sont devenues à l'âge adulte. Il y a très peu d'enfants qui naissent avec un handicap ou pour lesquels le handicap survient pendant l'enfance. Donc c'est bien à cause du vieillissement. Alors le vieillissement, c'est un peu large. Ça veut simplement dire que
plus on avance dans l'âge, plus on risque d'être soumis à des maladies invalidantes dont je parlais tout à l'heure, à une usure aussi, qui peut être liée aussi au travail, aux conditions de travail. Et tout ça peut entraîner des situations handicapantes. Voilà. Et la deuxième cause, ce sont les accidents du travail ou les maladies professionnelles, mais qui ne représentent que, entre guillemets, 20% des personnes en situation de handicap aujourd'hui. Un nouveau quiz. Donc, parmi les personnes souffrant d'une déficience motrice, combien se déplacent en fauteuil roulant? Donc là, on parle bien uniquement des déficiences motrices, pas de l'ensemble des handicaps. Donc on a moins de 5%, 12% ou plus de 23%. Donc dans la théorie, dans le nuage de mots, on avait anticipé qu'on devait avoir le mot fauteuil roulant, mais là, comme on a des experts autour de nous aujourd'hui, effectivement, il n'est pas apparu, parce qu'il fait partie des préjugés. Donc est-ce que tout le monde a répondu? Oui. Donc moins de 5%, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est assez faible. Oui, c'est finalement assez rare, les personnes en fauteuil roulant, mais c'est celles qui sont les plus visibles. Donc, on associe forcément l'image du handicap à ce qu'on voit autour de nous, et donc au fauteuil roulant, éventuellement la personne sourde et muette, aveugle, avec la canne, etc., alors qu'ils sont très minoritaires parmi les personnes en situation de handicap. Alors, Laurence, peut-être que tu peux nous parler des différentes typologie de handicap? Oui, bien sûr. Donc effectivement, c'est intéressant quand on fait un zoom sur les 45% qui sont des personnes qui ont une reconnaissance administrative du handicap, ont un handicap moteur, mais finalement, parmi ceux-là, seulement 5% sont en fauteuil roulant. Donc on voit bien l'aspect finalement divers de ce type de handicap. Puis viennent les maladies invalidantes, où là on entend par exemple le diabète, les cancers, enfin voilà les maladies qu'on pense chroniques. Puis 13% sont des personnes qui présentent un handicap psychique. Et là, on est vraiment sur, par exemple, les dépressions, la bipolarité, mais aussi les problématiques d'addiction, qui sont un autre type de handicap, mais qui correspondent au handicap psychique. Le handicap dit sensoriel, où on trouve, alors je les rapproche, le handicap auditif et le handicap visuel. Mais là, comme disait donc Aline tout à l'heure, où on a peur, pas que des personnes qui souffrent, par exemple, de cécité lourde, mais toutes les problématiques autour de la vision. Et puis, pareil, pour les problématiques auditives, on peut parler aussi d'acouphènes ou de surdité légère quand on parle de ces handicaps-là. Je vois là, il y a une différenciation entre handicap mental et cognitif. Je m'avoue être un peu perdu. Et pourquoi cette distinction, s'il te plaît? Oui, tu as raison, Kevin. C'est vrai que souvent, on veut tout mettre dans le même sac, mais c'est important de les distinguer, puisque dans handicap mental, on entend une déficience intellectuelle, et donc on retrouve la trisomie 21, par exemple, ou les syndromes de l'X fragile. Alors que c'est important de les différencier des handicaps cognitifs, puisque là, on est sur des troubles liés, par exemple, à l'attention, à la capacité d'apprentissage et à d'autres fonctions cognitives, mais sans forcément parler de déficience intellectuelle. Donc c'est important de les distinguer. Et donc dans ces handicaps-là, on retrouve les dyscalculie, dyslexie, et puis également les troubles du spectre de l'autisme. Du coup, on va enchaîner, oui.
Et on va vous interroger à nouveau sur le fait de savoir quelle était la part des handicaps invisibles dans l'ensemble de ces typologies qu'on vous a présentées. Donc c'est 54%, 77% ou 82%. Ah oui. Ah, donc voilà, là on vous aide. C'est bien comme ça. Tout à l'heure, les réponses des autres participants n'apparaissaient pas. Donc on voit une tendance qui se dessine dans les handicaps assez fortement. Invisibles, on rend la réponse visible. C'est bien. Est-ce que tu... Bon, on voit une tendance qui s'est dessinée. Effectivement, on est bien sur 82%. Vous avez en grande majorité tout à fait raison. Et donc, comme on l'a vu avec le diagramme précédent, on voyait bien poindre cette information comme quoi la grande majorité des handicaps sont des handicaps invisibles, ce qui fait que c'est un handicap finalement non détectable, sauf si la personne en parle. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, c'est quand même, ça fait partie des handicaps qui sont intéressants à prendre en charge parce que justement, il y a cette question de mais si on n'en parle pas, comment on fait pour finalement s'y adapter, pour le prendre en charge, etc. Et alors que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Un nouveau quiz. On va parler des troubles autistiques, du coup. Est-ce que c'est un handicap invisible, parce qu'il n'a pas de manifestation suffisamment visible par l'entourage, ou est-ce que parce que c'est une personne peut en être porteuse sans même le savoir, ou parce qu'il ne nécessite aucun accompagnement? Je vous laisse répondre. Et là, vous n'avez même pas la visibilité. Pas, hein. Non, on n'aide pas. Et il peut y avoir un piège. Je pense qu'on va clôturer la question. Eh bien oui, bien sûr. Ça peut nécessiter un accompagnement, hein, tout à fait. Mais effectivement, une personne peut être porteuse de ce handicap sans même le savoir. Et en général, les manifestations ne sont pas suffisamment visibles. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de l'autisme comme en tant que tel dans l'entreprise et en tant que handicap invisible. Et pourtant, il l'est, puisqu'il y a des degrés très divers d'autisme. Et si vous avez envie de creuser la question, je vous invite à venir nous voir sur le stand autisme où on coanime avec le Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire des éléments pour en savoir plus et puis détailler plus cet handicap invisible. Donc là, petit focus sur les conséquences, Aline, peut-être que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, on a vu les différentes typologies de handicap qui existent, mais finalement, ce qui va être important, c'est pas tant la nature du handicap, mais plutôt ses conséquences sur le poste de travail, si on se place en entreprise. Puisqu'on l'a vu dans les typologies de handicap, on a listé par exemple quelques maladies invalidantes. Toutes les personnes atteintes de ces maladies ne vont pas faire l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ça va dépendre du degré de gravité de la maladie et surtout de ses conséquences sur le poste occupé, notamment. Donc, au-delà de la nature du handicap, quand vous êtes face à une personne en situation de handicap, ça ne sert à rien de lui demander « mais c'est quoi ta maladie ?» Ça va pas vous apporter grand-chose en réalité dans le monde du travail. En revanche, lui demander « mais quelles sont les conséquences sur le poste de travail ? Qu'est-ce que tu ne peux plus faire ? Comment on peut adapter ton poste de travail pour que tu te sentes bien et que tu le conserves le plus longtemps possible ?» Voilà, c'est ça qui va vous permettre d'agir et d'adapter la situation de travail de la personne, en tant qu'employeur, par exemple. Et donc, les conséquences, elles sont très variées, même pour des personnes, on parlait de l'autisme. Les conséquences de l'autisme peuvent être très variées d'une personne à l'autre. Donc, ça peut être des difficultés à se déplacer, à porter des charges lourdes,
à lire, à écrire, à entendre, à communiquer, à nouer des relations, à se concentrer, à se repérer dans l'espace. Voilà, donc différentes conséquences, mais qui vont être très importantes à connaître pour pouvoir aménager la situation de travail. Je pense qu'on peut le mettre en lumière par un petit quiz. Tout à fait. À mon sens, ça peut être... parce que là, on va vous proposer donc, parmi les personnes suivantes, lesquelles ne peuvent en aucun cas exercer leur métier. Donc, est-ce qu'un standardiste malentendant est incapable d'exercer son poste, ou est-ce qu'un conducteur de car unijambiste, un agent d'accueil non-voyant, ou l'intégralité de ces personnes peuvent effectivement exercer leur métier? Bon, là, cette fois-ci, on a activé l'aide, malheureusement. On est là pour que ce soit ludique aussi, hein, on n'est pas là pour vous... C'est pas pour vous piéger, vous êtes tous anonymes, hein, de toute façon. Oui. Bon, la tendance... Exactement, la tendance est assez forte. Donc on va arrêter. Donc effectivement, toutes ces personnes peuvent exercer leur métier moyennant l'adaptation du poste de travail. Donc il faut savoir aussi que les personnes qui ont un handicap vont naturellement compenser elles-mêmes leur situation de handicap. Elles peuvent avoir des techniques personnelles et puis il peut y avoir du matériel. Donc dans le cas du standardiste malentendant, la personne peut être équipée de prothèses auditives et puis l'employeur peut l'équiper d'un casque particulier adapté aux prothèses et adapté à son handicap. Le conducteur de car unijambiste, même chose, c'est possible. Voilà, les commandes au volant, exactement. Boîte automatique, commande au volant et plus de problème pour conduire. Et puis l'agent d'accueil non-voyant, là, ça passera peut-être plus par de la sensibilisation du collectif de travail. Comment s'annoncer quand on approche un collègue non-voyant. Et puis par rapport au public, peut-être mettre de la signalétique pour informer le public qui se présente que la personne est non-voyante et donc donner quelques explications. Les aménagements ne sont pas toujours techniques. Ça peut être organisationnel, ça peut être des aménagements d'horaire. Et puis, ça peut être effectivement une répartition des tâches un peu différente ou de la sensibilisation, comme je le disais, du collectif de travail pour expliquer comment se comporter avec ce collègue qui a ce type de handicap. Je crois qu'on a une autre question de quiz qui est, parmi les personnes suivantes, lesquelles peuvent bénéficier d'un statut de travailleur handicapé? Donc, est-ce un maître nageur allergique au chlore, un opérateur de ligne travaillant en 3/8 qui soit diabétique ou un ingénieur malentendant? Donc on a vu à l'instant que pour l'ensemble de ces personnels-là, on pouvait adapter le poste, mais maintenant, là on parle vraiment du statut, le fameux RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Hein. C'est bon pour tout le monde ? Bravo à toutes et à tous. Oui, effectivement, toutes peuvent bénéficier du statut de travailleur handicapé. Alors, évidemment, le maître nageur allergique au chlore, là pour lui, alors être allergique au chlore, on pourrait se dire, bon, c'est pas si handicapant que ça, quand on n'est pas maître nageur, effectivement. Mais en revanche, quand on exerce ce métier-là, clairement, on ne peut plus l'exercer. Lui, clairement, il faut qu'il se reconvertisse sur un nouveau métier. Il n'y a pas d'aménagement possible. Donc, du coup, il va forcément avoir un statut de travailleur handicapé qui va lui permettre de se reconvertir sur un nouveau métier. Et puis ensuite, dès lors qu'il exercera un nouveau métier sans contact avec le chlore, son statut de travailleur handicapé ne sera pas renouvelé. Donc voilà, après, je ne vais pas détailler chacun, mais pareil, un diabétique, selon le degré de diabète et sa situation de travail, bien sûr, ça peut faire l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà. Donc voilà des exemples assez diversifiés et qui montrent que ce n'est pas que la personne en fauteuil roulant ou la malformation, l'amputation, etc. Et du coup, je te laisse enchaîner, mais j'avais une petite question avant, c'était donc qu'on ait une bonne compréhension. Le salarié comme le maître nageur, le statut de handicap, il peut être temporaire en termes de reconnaissance, on est bien d'accord? Oui, le statut de travailleur handicapé, il peut s'obtenir pour une durée de 2 ans, 5 ans, 10 ans,
voire définitivement dans certains cas. Dès lors qu'on considère que le handicap est irréversible, ce statut peut être accordé définitivement. Mais là, typiquement, dans le cas du maître nageur allergique au chlore, il va obtenir une reconnaissance pour 1 an ou 2, le temps de se former sur un nouveau métier, donc d'avoir des aides pour se reconvertir professionnellement. Et ensuite, son statut ne sera pas renouvelé dès lors qu'il ne sera plus en contact avec le chlore. Donc, effectivement, ce qu'on voulait vous faire passer comme message cet après-midi, c'est que le handicap est pluriel, qu'il dépend de chaque situation. Voilà. Alors, là, on a fait une petite animation pour varier les plaisirs. En effet, c'est ce qu'on voyait hein, dans 80% des cas, le handicap est invisible. C'est au niveau du bilan de cette intervention. Aussi dire qu'une déficience légère peut avoir de lourdes conséquences sur son poste de travail. On pourrait prendre l'exemple du maître nageur allergique au chlore ou du boulanger allergique à la farine, qui sont des cas qui existent vraiment. Et qu'à l'inverse, l'inverse est vrai aussi. Moi, je travaille de temps en temps avec un conférencier qui est paralysé du bras, alors je ne sais plus si c'est le gauche ou le droit, et lui me dit que réellement il se sent handicapé avec son bras qui ne lui sert plus à rien, qui le gêne pour s'habiller tous les matins, etc. Mais pour exercer son métier de conférencier, si on ne lui demande pas à la fois de tenir un micro et de passer un diaporama, il n'est pas en difficulté du tout pour exercer son métier. Donc c'est vraiment la notion de situation de handicap et de handicap. C'est vraiment les deux confrontés. Voilà, c'était pour illustrer ce temps-là. On a également vu que dans 85% des cas, les handicaps sont acquis après l'âge de 15 ans. On a bien vu que c'était finalement quelque chose qui arrivait dans la vie et plutôt même dans un cadre de vieillissement. Et du coup, le corps peut vieillir dès l'âge de 15 ans, en définitive. Il y a une multitude de maladies qui peuvent accélérer le vieillissement d'une partie du corps, évidemment. Et puis retenir aussi que le handicap, il peut être stable ou évolutif, permanent ou temporaire, c'est ce qu'on disait. On ne naît pas forcément avec un handicap et on ne le reste pas nécessairement toute sa vie. C'est des situations vraiment diverses et qui sont à prendre en compte pour le bien de ces personnes. Et puis une dernière information aussi, qui je pense a la capacité à rendre humble sur la question du handicap, c'est qu'au cours de sa vie active, une personne sur 2 sera concernée, confrontée à une situation de handicap temporaire ou durable. Écoutez, je vous remercie toutes les deux pour cette intervention. Je vais prendre le mot de la fin et je dirais ce qui est écrit en dessous, c'est vraiment n'ayons pas de préjugés. Et puis, effectivement, je pense que même j'imagine que chacun et chacune d'entre vous doit avoir des exemples dans son entourage. C'est que les personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés peuvent être aussi compétentes, voire des fois même mieux, aussi performantes, et qu'elles ont en fait les mêmes capacités et le même apport en fait au sein d'une équipe dans une entreprise. Donc il faut vraiment insister sur cet élément-là de ne pas y apporter des préjugés et de les considérer comme chacun des collègues qu'il peut y avoir autour de soi. Et maintenant, je vais vous inviter, si vous avez des questions, à bien vouloir nous les exprimer. Oui, on a 2 questions. Écoute, peut-être que tu peux aller avec le micro. Souvent, on nous remonte dans les entreprises que s'ils n'atteignent pas les taux demandés de 6% d'emploi des personnes handicapées, c'est que les personnes en situation de handicap ne sont pas reconnues, ne demandent pas cette reconnaissance. Aujourd'hui, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence pour ces personnes
cette reconnaissance, comment la valoriser, leur dire de faire le cheminement, si au final, dans leur vie de travail tous les jours, leur handicap n'a aucun impact. Alors, si le handicap n'a vraiment aucun impact sur la situation de travail, effectivement, ça peut poser question. Et est-ce qu'il serait vraiment reconnu travailleur handicapé ? À voir. Mais en fait, c'est une réalité. Beaucoup d'entreprises nous disent, mais comment on peut savoir qu'on a des travailleurs handicapés ? Sans doute qu'on en a plus qu'on ne le sait. Et en fait, les préjugés dont on parlait, tout le monde les a, y compris les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, une personne qui a mal au dos va dire, oui, j'ai mal au dos, je ne peux plus rester debout très longtemps, je ne peux pas rester assise non plus très longtemps. Et pour autant, je ne suis pas handicapée, je ne suis pas en fauteuil. Donc ils ne se projettent pas dans une situation de handicap parce qu'ils ont cette représentation, le handicap, c'est le fauteuil, etc. Donc, il va falloir les informer, les sensibiliser en leur expliquant que le handicap, ce n'est pas que le fauteuil roulant, que c'est plein de situations, ça peut être provoqué par des maladies, etc. Un peu ce qu'on a fait là rapidement. Mais il va y avoir des actions de sensibilisation à mener au sein des entreprises pour faire prendre conscience à certaines personnes qui seraient en difficulté qu'elles peuvent être reconnues travailleurs handicapés et que l'intérêt de faire cette démarche, c'est de permettre à l'entreprise d'adapter le poste de travail pour conserver le plus longtemps le métier, son emploi. Ça, c'est un premier argument. Souvent, il y a des représentations aussi qui les freinent dans leur démarche. C'est si je me fais reconnaître travailleur handicapé, je ne pourrai plus emprunter. Ça, c'est une idée reçue, c'est faux. En fait, les questionnaires médicaux liés aux emprunts ne demandent pas aux personnes si elles ont la qualité de travailleur handicapé. Elles vont poser des questions sur les traitements, éventuellement s'il y a une hospitalisation ces dernières années, mais elles ne demandent pas si la personne est reconnue travailleur handicapé. Donc ça, voilà, vous pouvez déconstruire cette idée reçue-là. Et puis, ça va être aussi de créer un climat de confiance au sein de l'entreprise. Donc, montrer ce que vous faites pour vos salariés que vous connaissez et qui sont en situation de handicap. Si vous avez adapté des postes de travail, faites-le savoir. Montrez votre engagement, communiquez sur votre engagement, sur les actions que vous mettez en place, des collaborations avec les entreprises adaptées, des ESAT, tout ce que vous pouvez faire, mener des actions de sensibilisation, etc., qui vont envoyer des messages plutôt positifs à vos salariés en disant oui, tiens, ça n'a pas l'air d'être un problème d'être travailleur handicapé dans l'entreprise. Je peux peut-être en parler, alors soit à mon responsable, soit au service RH, soit encore mieux à un référent handicap s'il y en a un dans l'entreprise. C'est une obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés. Et ça, c'est important de communiquer sur l'existence d'un référent handicap, de communiquer ses coordonnées pour que les gens qui seraient confrontés à une situation puissent en parler, et peut-être pas directement avec son manager, parce qu'on n'est peut-être pas à l'aise d'en parler avec son manager direct. Donc voilà, il faut vraiment informer sur ce qu'est le handicap, communiquer sur l'engagement de l'entreprise pour créer un climat de confiance et faire en sorte que les salariés soit sont déjà reconnus mais n'osaient pas le dire et le disent, soit ne sont pas reconnus alors qu'ils sont en difficulté pour raison de santé, et puissent du coup faire leur démarche et éventuellement proposer-leur de les accompagner dans cette démarche aussi, si vous en avez les moyens. Bonjour, je travaille pour un organisme qui forme au métier de l'animation. Et donc, dans le cadre de mes missions, je mets en place des thématiques sur tout un tas de trucs autour de l'éducation. Et prochainement, je vais travailler sur la question du handicap. Et je voulais savoir si, par exemple, l'outil que vous avez présenté, c'est quelque chose qu'on peut se procurer. Et si vous savez où est-ce qu'on peut trouver des expos, en tout cas des supports qui permettent de parler de la question du handicap. Alors, nous, à la GFIP, on a beaucoup d'outils de sensibilisation sur le handicap, mais on va être dans un contexte de travail, puisque notre champ d'intervention, il est uniquement en milieu professionnel. Donc, on a une expo, par exemple, mais qui va présenter différentes personnes en situation de travail, pas dans l'animation. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Ça va être des outils de sensibilisation assez généraux sur le handicap,
Et ça, je m'adresse à tout le monde. Hein. On met vraiment à disposition pas mal d'outils, des jeux en ligne, Andy Poursuite, Active Game. Je vous donne les noms. Et vous pouvez retrouver tout ça sur le site Activateur de Progrès. C'est accessible gratuitement. Et voilà. Donc ça peut être de bons outils pour vous aider à communiquer sur le sujet ou vis-à-vis de vos stagiaires, enfin je ne sais pas, des étudiants qui apprennent. Ouais. Mais ce sera vraiment au milieu de travail. Donc à voir si ça peut correspondre à votre besoin. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi notre riche assemblée? Parce que je tiens déjà à vous féliciter, vous avez fortement contribué et en plus vous avez eu une bonne pertinence dans vos réponses. J'avais anticipé une question que je souhaitais vous poser à l'origine, mais malheureusement vous m'avez coupé l'herbe sous le pied puisque j'étais censé essayer de vous faire agir en me disant maintenant qu'on vous a fait cette présentation-là, est-ce que vous avez évolué sur votre perception du handicap, mais malheureusement vous n'aviez pas forcément de préjugés qui allaient à l'encontre en fait finalement de ce qu'on vous a présenté. Donc, mais en tout cas, puisque je ne vois pas de main qui se lève, je tenais à vous remercier. Je ne sais pas de ton côté, Aline, si tu voulais ajouter des choses. Non, rien à ajouter. Bon. Merci pour votre attention. Okay. Tu voulais dire un dernier mot peut-être, Laurence, non ? Non, peut-être juste dire que on est les uns les autres à votre disposition. Voilà, pour la suite de l'après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bon après-midi.